Bonjour et bienvenue à la deuxième conférence numérique de la Tribune en région Auvergne-Rhône-Alpes, une rencontre diffusée en direct qui s'inscrit toujours dans le cadre d'une série d'interventions que nous avons initiées partout ailleurs sur le territoire et traite de cette crise du Covid-19. Après 8 longues semaines de confinement, l'activité économique pourrait prochainement, mais timidement, prendre le chemin de la reprise. Si cette annonce fait figure de bonne nouvelle, puisqu'elle est synonyme de chiffre d'affaires, il ne faut pas pour autant se cacher la réalité. De nombreuses entreprises sont et seront encore, au moins peut-être pendant une année, selon nos experts, en difficulté. Pour y faire face et éviter le pire, des solutions, souvent préventives, existent. Et pour en discuter, nous accueillons ce matin autour de cette table ronde virtuelle nos experts. Madame Odile Dubreuil, présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes. Bonjour. Madame bonjour Dubreuil. Stéphanie, bonjour à tous. Sylvain Bocon-Gibaud, président de la compagnie des commissaires aux comptes de Lyon. Bonjour, M. Bocon-Gibaud. Bonjour à tous. Et M. Thierry Gardon, président du tribunal de commerce de Lyon. Bonjour, M. Gardon. Bonjour à tous. Alors, pour démarrer, à l'heure actuelle, la crise sanitaire cristallise les procédures judiciaires et dispense les entreprises d'un certain nombre d'obligations, dont celle, par exemple, de se déclarer en cessation de paiement. Doit-on s'attendre à une vague de procédures et donc de difficultés dans les prochains mois? À quoi les entreprises devront être attentives? Et Madame Dubreuil, je vous laisse ouvrir les débats. Oui, alors au départ, on va se focaliser, à mon avis, sur 3 espaces-temps. Le premier qui va démarrer la semaine prochaine avec le déconfinement progressif annoncé. Ensuite, je vois bien une deuxième période aux alentours de l'automne et ensuite une troisième période dans un an. Alors pourquoi dans un an? Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu de l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où, grâce à cause du PGE, en tout cas des emprunts qui ont été, qui ont permis aux entreprises d'avoir du cash, elles ont peut-être l'impression de pas mal aller, sauf que il va bien falloir les rembourser. On a généré de la dette et il va falloir qu'on se positionne à court, moyen et long terme. Donc aujourd'hui, il va falloir absolument réfléchir très vite à des solutions si le chiffre d'affaires n'entre pas tel qu'ils le pensent. Parce que j'ai l'impression, en discutant avec un certain nombre de chefs d'entreprise, ils ont l'impression que ça va redémarrer très vite. On ne sait pas. Je ne suis pas du tout sûre que ça redémarre aussi vite. Donc, effectivement, je crois qu'il faut être extrêmement prudent, continuer d'avoir tous les conseils possibles, ne pas hésiter. Bon, nous, en ce qui nous concerne, bien sûr, experts comptables, le chef d'entreprise va avoir son expert comptable, mais nous, experts comptables aussi, à leur dire n'hésitez pas, voyez peut-être avec le champ de prévention, tribunal de commerce, on en parlera après, mais trouvez des solutions parce que peut-être que vous avez un peu de cash, mais il ne faut pas oublier que ça va être des dettes. Et cette génération de dettes va générer un certain stress si le chiffre d'affaires n'est pas là tout de suite. Et pourquoi il ne serait pas là tout de suite? Tout simplement parce que le déconfinement va être progressif et qu'on ne va pas forcément avoir tout le monde en même temps dans les lieux qui soient de production, de services, etc. Monsieur Gardon, au tribunal de commerce, vous observez ce creux qui est un peu en trompe-l'œil? Oui, effectivement. Donc, je crois qu'il convient de rappeler un petit peu ce que sont ce que est le droit des entreprises en difficulté, ou tout au moins le traitement des difficultés des entreprises. Alors, effectivement, on dispose dans un tribunal, on a l'habitude de dire qu'on vient, lorsqu'on a des difficultés, se mettre sous la protection du tribunal. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a déjà 2 types de procédures bien différentes. Des procédures qui sont des procédures amiables, type mandat ad hoc ou conciliation. Ces procédures, on reviendra sur la conciliation un peu ultérieurement, puisque c'est celle qui a été mise en avant par le législateur, et des procédures judiciaires publiques, qui sont la sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. On a eu un petit peu de confusion, je dirais, sur la terminologie, à mon sens, c'est-à-dire que au début de la crise du Covid, c'est-à-dire autour du 15 mars, je crois que M. le Président de la République s'est exprimé, et a évoqué la notion de « il n'y aura pas de faillite liée au Covid-19 ».
La faillite en droit des entreprises en difficulté, c'est la liquidation judiciaire. Le redressement judiciaire n'est pas la faillite, mais un mode de traitement des difficultés des entreprises, difficultés des entreprises très dégradées, puisqu'en redressement judiciaire, on va remonter, l'entreprise est en cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Alors, je reprends ça parce que c'est important pour la suite. Derrière, juste au-dessus, on a la sauvegarde. La sauvegarde, l'entreprise sait qu'elle va avoir à connaître des difficultés qu'elle n'est pas capable de surmonter, mais elle n'est pas en cessation des paiements. Et puis, et ça, ce sont des procédures qui sont publiques, donc qui font l'objet d'une parution au BODAC. Et puis, on a des procédures qui sont des procédures amiables, conciliation, mandat ad hoc. Donc, ces procédures-là, qu'est-ce qui va déclencher? Il y avait un certain nombre d'obligations préalables. Lorsqu'on est en cessation des paiements, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, on est obligé de venir devant le tribunal et on a 45 jours pour le faire, pour se signaler sur cet état de cessation des paiements. Dans quel cas, on peut ouvrir effectivement une procédure de redressement judiciaire. L'idéal, bien évidemment, et on le sait, c'est de venir le plus tôt possible, puisque en règle générale, en France, 80% des entreprises qui viennent en procédure amiable, c'est-à-dire mandat ad hoc, conciliation, on arrive à les sauver. Celles qui viennent en redressement judiciaire, qui viennent le plus tard possible, et en redressement judiciaire, donc en cessation des paiements, il est beaucoup plus difficile de les sauver. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces événements de la vie des entreprises tournent autour de la date de cessation des paiements, c'est-à-dire à quel moment l'entreprise n'était plus capable de payer. Et la date de cessation des paiements, par les ordonnances du 27 mars notamment, a été cristallisée au 12 mars. C'est-à-dire qu'à ce jour, on apprécie l'état de cessation des paiements à la date du 12 mars 2020. C'est-à-dire que si une entreprise vient devant moi, je vais vérifier, la première chose que je vais vérifier, c'est dans quel état elle était à la date du 12 mars. Si elle n'était pas en état de cessation des paiements au 12 mars, elle peut bénéficier de l'ensemble des procédures, aussi bien des procédures amiables que des procédures judiciaires que je viens d'évoquer, procédures judiciaires, par exemple la sauvegarde, etc. Donc, ces problèmes ces ordonnances ont entraîné, et comme le disait Odile, ordonnances cumulées aux aides de l'État, ont entraîné un creux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va bousculer, je dirais, le chef d'entreprise pour faire en sorte qu'il vienne se mettre sous la protection du tribunal. Donc, les entreprises attendent éventuellement les aides et puis les évolutions de ces aides, puisque au départ du PGE, Odile l'a évoqué, le PGE n'était pas accessible aux entreprises aux difficultés. Aujourd'hui, il l'est, mais sous certaines conditions, on y reviendra. Donc, il faut bien comprendre qu'on a touché, je dirais, à l'ensemble du système, du dispositif, et aujourd'hui, les chefs d'entreprise attendent. Donc, il n'y a plus d'assignation au tribunal non plus. Donc, aujourd'hui, on n'a presque plus d'activité, ce qui, pour moi, est effectivement une vraie difficulté, puisqu'on a du mal à imaginer, si vous voulez, que les entreprises qui étaient en difficulté avant le 12 mars ne le soient plus aujourd'hui, je dirais, du fait de la crise. Bien au contraire. Des effets, effectivement, et des mesures qui ont été prises, c'est évident que ça a eu une conséquence. Donc, c'est simplement ce que je voulais mettre en évidence, c'est que aussi bien les aides que les ordonnances ont modifié le comportement des chefs d'entreprise au regard du droit des entreprises en difficulté. Ce qui ne veut pas dire donc qu'elles ne sont pas en difficulté. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en difficulté, au sens d'ailleurs du droit français comme du droit européen, puisqu'on voit bien d'ailleurs qu'on a des entreprises qui ont aujourd'hui des difficultés à bénéficier du PGE, donc de par leur structure bilancielle, mais je pense que Odile ou Sylvain s'exprimeront plus facilement que moi là-dessus. Simplement, ces entreprises, aujourd'hui, on a mis une période qui est l'état d'urgence sanitaire qui, en fait, les surprotège par rapport, je dirais, à leurs créanciers. Donc, avec aussi des conséquences qui pourront être de créer un effet, je dirais, un effet domino, puis un effet retard, parce que ces entreprises-là viendront de toute façon devant le tribunal. Et monsieur Bocon-Gibaud,
vous militez plutôt pour une anticipation c'est à ça où les entreprises doivent faire attention et donc anticiper justement toutes ces questions. Oui, c'est une démarche qui est nécessaire. Alors, en deux mots, pour vous rappeler le rôle du commissaire aux comptes qui parfois est mal connu, le CAC est un tiers de confiance au service de l'intérêt général. Donc, c'est quelqu'un d'indépendant de l'entreprise qui va émettre un avis en temps normal sur les comptes de l'entreprise, mais qui a aussi un rôle de prévention des difficultés, donc d'alerte, la notion de procédure d'alerte qu'on met en œuvre à partir du moment où on identifie des difficultés dans les entreprises qu'on audite. Je rejoins l'analyse qui a été faite par Odile et par Thierry sur la situation actuelle. Alors moi, j'avais découpé ça en deux phases, mais je rejoins les trois phases d'Odile in fine. On a actuellement une situation qui est gelée globalement, un gel de l'économie, une notion de bienveillance qui apparaît de manière assez forte, notamment au système bancaire. Donc tout l'environnement est relativement bienveillant. Il y a une forme de conscience collective qui s'est créée, mais on sait que ça c'est une bulle qui va devoir s'arrêter à un moment donné et qui va déboucher sur une reprise. Et le terme de reprise aujourd'hui est très vague, puisqu'on sait bien que cette reprise elle sera très hétérogène, que ce soit en termes de zone géographique ou en termes de secteur d'activité. On sait aussi que cette reprise, elle se fera avec un fort niveau de dette, comme le soulignait Odile. Donc, elle sera dans un contexte qui est plutôt à risque et elle va entraîner une phase qui sera certainement une phase d'incertitude. Et par rapport à ça, en tant que commissaire aux comptes, on se dit, dans la période actuelle où on est sous cette bienveillance et dans ce contexte de gel, il y a finalement assez peu de choses qu'on puisse faire concrètement de plus que tout ce qu'apporte l'expert comptable, par exemple, ou les conseils. En revanche, à partir du moment où on va passer en déconfinement, on va être dans une phase de reprise incertaine et là, le risque va être très présent et c'est ce contexte-là qu'il faut anticiper. Alors, comment on peut anticiper les choses? Aujourd'hui, par définition, le cash sera le nerf de la guerre. Hein. La trésorerie des entreprises va être absolument cruciale, puisque une fois que toutes les mesures qu'on connaît aujourd'hui se seront un peu allégées, c'est ceux qui auront de la trésorerie qui seront capables de payer qui continueront. Et donc, dès aujourd'hui, il faut anticiper cette phase de reprise avec la mobilisation de tous les moyens qui sont possibles, avec la constitution de prévisionnels, avec des contacts avec ces investisseurs, avec les partenaires financiers, et en gros essayer de réunir toutes les conditions, les meilleures conditions pour favoriser cette reprise. Donc, la notion d'anticipation est fondamentale. Et le tribunal de commerce fait aussi partie des partenaires que j'évoque dans cette logique d'anticipation, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui seront sans doute amenées à se diriger d'une manière ou d'une autre vers le tribunal de commerce dans les mois à venir. Avant de poursuivre, je voulais signaler que les internautes qui nous suivent peuvent nous poser des questions sur notre compte YouTube, Twitter ou Facebook et on les compilera à la fin de cette intervention. Et donc, pour poursuivre, pour faire face à ces difficultés, les anticiper, vous m'avez tous signalé qu'il fallait bien analyser la situation et que doivent faire les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent que les entrepreneurs, les dirigeants se poser comme question au préalable. Madame Dubreuil, si on peut donner quelques pistes. Stéphanie? Oui, pardon. Oui, non, je voulais juste apporter une précision suite à l'intervention de Sylvain, oui. Parce que sur l'avenir, je pense qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on vit une situation qui est particulière. Tout a été, je dirais, mis un peu dans le formol. Et c'est un équilibre qui a été bousculé, tant par le législateur, mais aussi par le chef d'entreprise qui a perdu ses repères. C'est-à-dire que les schémas qui étaient les siens sont plus ceux qu'il met en place aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'était plus capable de payer, je dirais, ses créanciers, il venait naturellement et il avait conscience de cette difficulté. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des professionnels comme les experts comptables, comme les avocats, pour leur rappeler que ce cadre-là, il est exceptionnel. Et on va avoir
il va falloir beaucoup de temps, à mon avis, pour remettre tout en ordre. On va avoir des phases. Il va bien falloir rappeler des dates, je dirais, qui vont être des dates de changement. Hein. On a la fin du chômage partiel, le 24 août, avec la date de cessation des paiements, etc. Et s'il n'y a pas de nouvelle ordonnance d'ici là. Donc, je voulais juste rappeler ça. Très bien. Et justement, sur ces différentes phases que les entreprises devront aborder, et on l'a dit, ça va durer un certain temps, quels conseils que doivent-ils faire pour mettre en œuvre en fait et éviter justement limiter les difficultés? Madame Dubreuil, si vous voulez bien démarrer. démarrer. Donc, en fait, pour moi, ce qui est très, très important et le message que je veux absolument véhiculer aux chefs d'entreprise, c'est pour certains qu'ils arrêtent de faire l'autruche. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir du cash. Donc, finalement, ça ne va pas si mal que ça, même si on est en crise. On a des reports d'échéance, on a des aides, on a des emprunts, etc. Donc, le problème, quand je dis faire l'autruche, c'est de se dire, bah, finalement, on est pas mal comme ça, et puis finalement, ça va repartir. Non, pas du tout. Je pense très sincèrement qu'on vit dans une ère qui est vraiment très bouleversée, avec un modèle économique qu'il faut absolument revoir. On a essayé de s'adapter et la plupart des entreprises se sont rapidement adaptées, mais il va falloir s'adapter de nouveau. Pourquoi? Parce que, par exemple, les salariés qui étaient en télétravail se sont habitués à ce télétravail. Ce qui veut dire que les prestataires de services, essentiellement, qui ont fait du télétravail avec leurs salariés, vont devoir revoir leur modèle économique. La production, avec effectivement toutes les mesures de sécurité qu'il va falloir mettre en place, combien de temps, on ne sait pas. On parlait aussi des déplacements. Les entreprises qui devaient beaucoup se déplacer faisaient aussi vivre d'autres entreprises liées à ces déplacements. Donc, tout ceci permet de se dire il faut qu'on change de modèle économique. Et pour pouvoir changer de modèle économique, il faut accepter les conseils. Donc, nous, experts comptables, on estime être vraiment le coach de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on suit l'entreprise en permanence au quotidien, mais il faut aussi que le chef d'entreprise accepte de se remettre en question et accepte de revoir les process de son entreprise avec ses salariés. Et surtout, et ça c'est un message aussi important, qu'il arrête d'avoir peur des procédures dont Thierry parlait tout à l'heure. Parce qu'effectivement, le tribunal de commerce, la plupart du temps, fait peur. Or, Allô? Bien, nous avons là voilà un petit souci de connexion. Pour véhiculer voilà. Allô? Oui, pour moi, c'était bon. Pardon, juste si vous pouviez nous répéter juste la fin de votre intervention, parce que vous avez été légèrement coupé par la connexion. Désolée. D'accord, désolée. Non, je disais que ce qui me paraissait hyper important, c'est que le chef d'entreprise n'ait pas peur de venir consulter son expert comptable de façon très régulière pour qu'on puisse l'aider à voir peut-être les procédures en les anticipant au mieux et arrêter d'avoir peur de ces procédures dont Thierry parlait tout à l'heure, qui sont avant le redressement judiciaire. C'est vrai qu'en règle générale, ils ont peur du tribunal de commerce, donc c'est plutôt à nous, experts comptables, de leur dire stop là, c'est l'inverse qui pourrait générer une peur, parce que si vous ne faites rien, vous risquez d'avoir des problèmes dans quelques temps. Donc, je voudrais vraiment insister sur ce conseil et sur ce changement de modèle économique. J'espère qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous entendent dans ce sens. Et Monsieur Gardon, qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises qui justement ont peur et qui, je sais que vous militez pour un tribunal plus ouvert, mais… Oui, alors on peut militer pour un tribunal plus ouvert, mais vous avez compris que depuis que je suis installé, c'est ce que j'essaye de faire. Donc d'ailleurs, c'est le rôle que nous a dévolu le législateur, donc au président particulièrement, c'est-à-dire de communiquer le plus possible sur cette
prévention, anticipation. On l'appelait comme ça avant la crise, mais aujourd'hui, effectivement, on est un peu plus présent. Moi, je rejoins totalement Odile sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire réagir immédiatement dès les premières difficultés. On voit bien qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises, je disais, sont sous formol. Oui, elles ont été endormies. Alors, c'est difficile d'entendre ça, mais les étapes vont arriver et on va les voir. On va avoir déjà, sauf à ce qu'on continue avec du chômage partiel, mais il y aura une fin. L'état de cessation des paiements cristallisé au 12 mars, il va y avoir une fin aussi et qui est programmée pour le 24 août. Donc, je veux dire, il faut aujourd'hui réagir. Il faut réagir. Alors, pour les TPE, c'est souvent l'expert comptable qui est le conseil de proximité. Donc, moi, j'ai essayé avec Odile, avant d'ailleurs la crise du Covid, on avait pris contact ensemble pour essayer de développer une relation plus étroite encore avec la prévention au sein du tribunal de commerce et l'ordre des experts comptables. Et bien évidemment, c'est très important. Pour les ETI ou les entreprises de plus grande taille, bien, c'est leurs experts comptables et leurs conseils, leurs avocats, qui sont leurs avocats spécialisés dans le droit des procédures des entreprises en difficulté. Et puis, bien sûr, ce que vient de dire aussi Odile, je reviendrai là-dessus, suivre les conseils qui sont donnés, les respecter et venir le plus tôt possible se mettre sous la protection du tribunal. On redéveloppera ce que sont ces procédures amiables, qui sont des procédures totalement confidentielles, donc il n'y a pas de publicité autour, etc. Et je réinsiste là-dessus sur les dates. On va avoir le 24 août la fin de l'état de cristallisation de l'état de cessation des paiements au 12 mars. On va avoir, il ne faut pas l'oublier non plus, je ne cherche pas à faire peur, puisque ça sera l'objectif inverse, mais le redémarrage de l'activité judiciaire, les actions des créanciers, parce qu'il ne faut pas oublier, si vous voulez, que dans une entreprise, c'est en fait, c'est qu'un nœud de contrat. Et s'il y a des contrats qui ne sont pas respectés par l'entrepreneur, ben, ça crée un préjudice à d'autres entreprises. Donc, ces créanciers, à un moment, engageront fatalement des actions pour recouvrer leurs créances. Et puis, il y aura un deuxième niveau qui va être la reprise de l'activité. On peut penser que les entreprises reprendront pas toutes au même rythme, que certaines éventuellement, en fonction de leur modèle, comme le soulignait Odile, reprendront peut-être pas. Et puis, elles reprendront dans un état qui ne sera pas le même que celui dans lequel on les aura laissées. Elles seront, pour la plupart, beaucoup plus endettées à travers les PGE, etc. Alors, bien évidemment, pour le moment, ça protège. Moi, j'ai milité en faveur, au départ du coronavirus, pour que ces PGE puissent être accordés dans le cadre d'une procédure amiable. Une procédure amiable sous le contrôle d'un conciliateur, qui est un professionnel de l'insolvabilité, vérifié par le tribunal, non pas uniquement parce que je n'ai pas confiance au chef d'entreprise, bien au contraire, puisque j'en suis un, mais simplement pour gérer aussi la sortie de cette crise. Donc, je rejoins à 200% ce que vient de dire Odile. On va faire l'autruche, bien être conscient des difficultés, bien suivre les conseils. Et voilà. On va faire le zoom sur quelques actions que l'on pourrait mettre en place. Et par exemple, Monsieur Bocon-Gibaud, vous incitez vos entreprises que vous suivez à publier les comptes beaucoup plus rapidement que la loi. Enfin, la loi a permis en fait, une augmentation des délais, et vous les incitez plutôt à quitter 2019 pour s'occuper pleinement de 2020. Oui, les ordonnances, effectivement, ont permis, pour tenir compte des difficultés pratiques que rencontrent les entreprises et puis de la gestion prioritaire de leur dossier, de sortir leur compte avec un délai supplémentaire. Donc, ils ont jusqu'au 30 septembre au lieu du 30 juin pour tenir leur assemblée générale. Moi, l'analyse qu'on a fait était de dire, finalement, le chef d'entreprise va avoir besoin de communiquer avec son environnement économique pour mettre en place des mesures, avec ses banquiers pour mettre en place des financements, potentiellement avec le tribunal de commerce pour mettre en place des mesures d'accompagnement. Et quand la dernière information disponible date de fin 2018, c'est un peu compliqué de s'exprimer et de mettre en
en avant ses arguments sur la santé de son entreprise. Donc j'ai beaucoup poussé effectivement les entreprises à finaliser leur compte 2019 dans la mesure du possible, mais quand elles en avaient les moyens, qu'elles le fassent, pour qu'elles puissent se présenter avec un dossier aussi à jour et aussi structuré que possible. Je pense que la décision d'accompagnement des tiers et notamment des financeurs va se faire in fine sur la crédibilité du dossier et sur la foi qu'aura le financeur dans la capacité de l'entreprise à continuer après la période de confinement, la période de reprise. Et je trouve qu'être capable de présenter ces comptes, c'est déjà un premier gage de capacité à prendre les choses en main. Et si en plus ces comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes, ça leur donne une valeur bien plus forte que les comptes non audités par définition, puisqu'il y a un tiers qui a émis son avis sous sa responsabilité dessus. Et c'est un élément supplémentaire dans le dossier et dans le discours du chef d'entreprise. Et ce discours, je l'ai eu avec de nombreuses entreprises et j'ai eu déjà des retours d'entreprises qui ont accéléré leur process, qui ont pu avoir le rapport de leur commissaire aux comptes et qui sont revenus vers la compagnie derrière en disant effectivement, heureusement qu'on est entré dans ce process, ça nous a servi à un moment donné pour faire avancer les choses. Donc je pense que c'est fondamental quand les entreprises en ont les moyens, qu'elles clôturent 2019 et qu'elles passent sur 2020, effectivement. Une autre mesure, M. Gardon, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais expliquez-nous en détail cette procédure de conciliation et notamment l'aménagement que l'ordonnance lui a donné et comment les entreprises peuvent s'en servir et peuvent s'en saisir. Donc, effectivement, dans les procédures dites de prévention-traitement, puisque c'est le terme qui est employé, il y a toujours deux procédures, le mandat ad hoc et la conciliation. Ces procédures diffèrent. Bon, je dirais c'est un petit peu technique, mais pour faire simple, je veux dire que le législateur aujourd'hui aurait très bien pu choisir étendre les dispositifs du mandat ad hoc et laisser la conciliation telle que. Aujourd'hui, il a pris comme décision d'étendre les dispositifs concernant la conciliation. La conciliation, c'est une procédure, donc, comme je l'ai dit, qui est confidentielle. C'est-à-dire que cette procédure aujourd'hui est ouverte par le tribunal à la demande, à l'initiative, bien sûr, à l'initiative du dirigeant. Donc, il n'est absolument pas contraint. C'est sa procédure, elle est absolument confidentielle. Elle a comme exigence, il faut, avant l'ordonnance du 27 mars, il ne fallait pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours au moment de l'ouverture. Aujourd'hui, on apprécie l'état de cessation des paiements et donc ces 45 jours de cessation des paiements avant l'ouverture au 12 mars. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui vient devant nous demander l'ouverture d'une conciliation qui effectivement est en cessation des paiements depuis plusieurs semaines, et je vais apprécier son état de cessation des paiements à la date du 12 mars. C'est une des modifications importantes, je dirais, de cette ordonnance du 27 mars. Derrière, le conciliateur va engager, qui est un professionnel et qui a de l'insolvabilité, qui connaît l'ensemble de son environnement, le comité des chefs des établissements des établissements financiers, pardon. Donc, qui va prendre contact à tâche avec eux pour négocier de façon amiable les dettes de l'entreprise, donc avec l'ensemble des créanciers. Ensuite, dans cette procédure aujourd'hui a été rallongée. Initialement, c'est une procédure qui durait 4 mois plus 1 mois éventuellement. Aujourd'hui, cette procédure, elle a été rallongée de l'état d'urgence sanitaire, rallongée de 3 mois. C'est-à-dire qu'on peut faire une procédure de conciliation qui dure 10 mois. Si, et je pense que ça va être confirmé, l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 24 juillet, on peut penser que la procédure de conciliation va pouvoir durer 12 mois, c'est-à-dire état d'urgence sanitaire plus 2 mois. Donc, ça laisse largement le temps aux dirigeants, tout en étant dans les mains d'un professionnel de l'insolvabilité pour traiter de ces difficultés. Autre adaptation, je dirais, de la loi du 27 mars, c'est que cette procédure de conciliation, dans le passé, elle ne pouvait être limitée, comme je l'ai dit, elle était limitée qu'à 4 mois plus 1,
et on devait attendre 3 mois si on voulait réouvrir une seconde procédure de conciliation. Aujourd'hui, on peut réouvrir, enchaîner 2 procédures de conciliation. Donc, si, comme je le disais, on va à 12 mois avec l'état d'urgence au 24 juillet, on devrait pouvoir enchaîner 2 procédures de conciliation. Donc, vous imaginez bien toute la durée pendant laquelle le dirigeant va être accompagné par un professionnel pour traiter des difficultés. Très bien. Et Madame Dubreuil, un autre, vous l'avez évoqué légèrement tout à l'heure, mais vous avez dit pour les entreprises qui n'ont eu pas des difficultés structurelles, mais plutôt conjoncturelles, l'idée c'était de repenser son modèle économique pour pouvoir rebondir après la crise. Est-ce que vous pourriez détailler, nous donner quelques exemples, par exemple, qu'on comprenne bien? Oui, alors tout d'abord, oui, effectivement, je différencie bien l'aspect structurel de l'aspect conjoncturel parce que vous avez des entreprises qui n'allaient pas très bien avant la crise. Donc, effectivement, celles-ci, est-ce qu'on va pouvoir encore les sauver? Et puis, vous avez celles qui vivaient de manière normale, correcte et qui ont été très impactées par la crise. Or, aujourd'hui, il faut qu'elles trouvent une autre façon de travailler. Alors, je vous donne un exemple. Un pub. Alors, les pubs, aujourd'hui, ne peuvent absolument pas ouvrir. Ils ne risquent pas d'ouvrir dès le 11 mai, puisque ce sont des activités où, par définition, vous devez être serrés les uns aux autres. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'aller dans ce type d'établissement. En plus, c'est de l'événementiel, etc. Donc, ils savent qu'ils ne risquent pas d'ouvrir avant peut-être septembre-octobre. Eh bien, en discutant avec un chef d'entreprise et son épouse, ou les 2 dirigeants, ils ont à peine, ils ont 35, 36 ans, des gens très dynamiques, et ils ont déjà réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire en plus en attendant. Donc, par exemple, là, ils ont décidé de lancer une ligne de vêtements à leur effigie de leur pub. C'était quelque chose qu'ils avaient en tête depuis longtemps, et ils ont mis en adéquation ce qu'ils souhaitaient avec la réalité de la crise. Ils ont fait une étude de marché et ils sont prêts à se lancer. Donc là, je dis bravo. Ils ne lâchent pas l'autre thématique, mais ils vont vouloir avancer. Un autre cas de figure, un restaurant classique, bien sûr bloqué par la fermeture administrative, et au départ a été très en colère, le déni, la stupeur, etc., etc. Puis finalement a réfléchi. Et on en a discuté ensemble et on a décidé de faire de la vente à emporter. Il a fallu tous réorganiser, ouvrir devant le magasin, devant le restaurant, pardon, une espèce de banque. Mais voilà, ça, ce sont des exemples concrets qui permettent de redémarrer de manière autre. Je parlais tout à l'heure des déplacements. Nous en parlions en aparté avec Sylvain. Nous sommes des professions qui nous déplaçons beaucoup parce qu'on va voir nos clients, les clients viennent nous voir, etc. Nous nous apercevons finalement que pour des petites réunions, on peut les éviter, on peut éviter aussi les déplacements. Mais si on évite les déplacements, c'est aussi tout le reste qui peut en souffrir, dans le sens où il y aura peut-être moins de restaurants d'affaires, etc. Donc, c'est tout ce modèle économique qui, à mon avis, il faut repenser et il doit être repensé au cas par cas. Et là, je refais encore de la pub pour les experts comptables, mais je crois que vraiment, en tant qu'interlocuteur du chef d'entreprise au quotidien, on est là aussi pour les aider à ce niveau-là. Mais je pense que le chef d'entreprise qui reste dans sa zone de confort, tel qu'il l'a toujours connu, pour moi, ça ne sera pas viable désormais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire comme avant. Je ne pense pas qu'on puisse avoir de la pérennité à ce niveau-là. Vous l'avez un petit peu évoqué aussi tout à l'heure, on ne peut pas faire comme avant, mais c'est aussi une problématique un petit peu de déni et que même si les entrepreneurs ont des difficultés, beaucoup ont du mal à l'accepter. Qu'est-ce que vous… Alors, Monsieur Boucon-Gibault, un de vos rôles avant la crise, c'était justement d'aider les entrepreneurs à avancer sur… Enfin, voilà, en présentant les comptes, ça permettait aussi de lever la question. Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça avance mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, avant la crise, en période normale, on va dire,
l'entreprise en difficulté était plutôt l'exception. Avec notre devoir, là, le devoir d'alerte du commissaire aux comptes, on devait, lorsqu'on l'a rencontré, dialoguer de manière formelle avec le chef d'entreprise pour lui faire prendre conscience de ces difficultés. Et on se heurtait assez souvent, pas enfin, pas dans tous les cas évidemment, mais dans un certain nombre de cas, à une forme de déni, parce qu'il y a une forme de remise en cause sans doute ressentie par le dirigeant, et une difficulté à admettre ces difficultés. Aujourd'hui, par définition, toutes les entreprises sont potentiellement en difficulté. Du fait d'un facteur exogène, qui est le virus, donc qui ne touche pas à la capacité, au savoir-faire ou aux réalisations du chef d'entreprise. Et donc, on peut s'attendre à ce que ce déni soit peut-être plus limité. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, mais ça bouge un petit peu tous les jours, c'est que les chefs d'entreprise sont plus en demande de solutions et du coup un petit peu en anticipation que sur un mode de déni. Et finalement, le juge de paix un petit peu de cette phase-là, ce sera la phase de reprise. Et c'est là qu'on verra quels sont ceux qui ont bien pu prendre les choses à bras-le-corps, d'où l'enjeu pour nous, commissaires aux comptes, de dialoguer avec les chefs d'entreprise et de les amener sur ces réflexions d'anticipation. Et j'en profite pour souligner un phénomène qui sera peut-être pas neutre dans la période à venir. Vous savez que la loi Pacte a modifié le champ d'intervention du commissaire aux comptes en relevant les seuils de nomination obligatoire. On était jusqu'à présent dans les entreprises qui faisaient plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est maintenant sur des entreprises qui font plus de 8 millions, ce qui signifie qu'il y a de nombreuses sociétés qui n'auront plus de commissaire aux comptes obligatoire si elles n'en font pas le choix dans les mois et années à venir. Et cette situation intervient dans un contexte où, du fait de la crise, de l'endettement qui va en résulter et de la période d'incertitude qui va en résulter, introduit un élément de risque supplémentaire et un dispositif de prévention en moins pour les entreprises. On devait un peu forcer le déni du chef d'entreprise par le passé. On aura peut-être moins l'occasion de le faire à l'avenir. Et ça me semble être un élément de risque à prendre en compte dans l'environnement. Madame Dubreuil, vous aussi, vous militez pour cette prise de conscience, mais avec un esprit positif face à la crise quand même. Alors, je pense que toute crise a toujours un effet positif. Alors, c'est peut-être un peu provocateur de ma part de dire cela, mais on s'est quand même rendu compte, du moins, même si on ne l'a pas connu, on a bien vu les évolutions de notre pays, par exemple, avec une révolution industrielle qui a eu lieu parce qu'il y avait eu des conflits mondiaux. À chaque fois, on a réussi finalement à ressortir peut-être grandi d'une certaine crise. En tout cas, je souhaite qu'on la voit quand même un peu de manière positive. On parlait tout à l'heure de dématérialisation, de notre ère numérique. Donc, ça a permis peut-être de faire des progrès beaucoup plus vite que ce que l'on pensait, parce que je crois toujours beaucoup en l'adaptation fort importante de l'être humain, et je crois qu'on a su s'adapter très rapidement. Donc, je pense qu'on est capable d'aller encore plus loin. Et autre chose qui me fait penser à ce changement fondamental, c'est que cette crise aura eu peut-être pour effet de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de se remettre un petit peu les pieds sur terre. Peut-être qu'on s'est cru un peu trop les rois du monde et qu'à un moment donné, cette crise étant mondiale, quand on se retrouve face à une économie totalement arrêtée finalement pour un petit virus au départ, en tout cas on nous l'avait présenté comme cela, on se retrouve bloqué à trouver d'autres solutions. Et on voit qu'on n'était pas finalement les maîtres du monde. Donc peut-être que c'est pas mal aussi de se reposer les bonnes questions, de se repenser ce modèle dans lequel nous voulons vivre. Et Monsieur Gardon, au tribunal, est-ce qu'il y a des actions particulières pour cette prise de conscience des difficultés ou comment vous... Oui, il y a des prises particulières, mais je voudrais peut-être revenir sur la question précédente que vous avez évoquée sur le déni.
moi, j'ai peut-être une approche un peu différente. Je rejoins mes deux collègues sur, bien évidemment, l'anticipation. Mais je crois que l'anticipation caractérise le chef d'entreprise. Un chef d'entreprise est effectivement un bon chef d'entreprise à cette caractéristique. Il sait qu'il doit anticiper des situations, etc. Mais il est aussi, la plupart du temps, il a été habitué, il est confronté à des risques. Et on l'a vu, la crise précédente, 2007, 2008, etc., c'était le risque d'un risque systémique, etc. Aujourd'hui, on est face à des incertitudes. Et ces incertitudes, c'est la difficulté qu'ont nos chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, le législateur, je dirais quelque part, les entretient et à la fois, en les entretenant, apporte aussi des solutions. C'est-à-dire, quand je dis les entretient, c'est que quelque part, on voit bien que les textes évoluent. Vous avez un PGE qui n'était pas au départ prévu pour les entreprises en difficulté, qu'il est devenu. On avait des charges qu'on reportait de 3 mois. On a entendu parler d'annulation de charges. Donc, vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous allez anticiper et venir vous mettre sous la protection du tribunal, ou est-ce que vous allez attendre l'évolution des textes en vous disant, peut-être si ça se trouve, que finalement ces charges, je n'aurai pas à les payer. Peut-être que ce PGE, il sera, je dirais, amélioré dans ces conditions, etc. Et parallèlement à ça, pour traiter ces incertitudes, on a rallongé les procédures. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les procédures de conciliation deviennent plus longues, etc. Et finalement, on attend. Et on attend tous, mais on attend tous quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Quand est-ce qu'on pourra circuler librement? Quand est-ce, comme le disait Odile, qu'on pourra se retrouver dans un pub et que ce pub pourra avoir un taux de remplissage qui lui permettra d'arriver à un niveau de rentabilité, etc., etc. Et tout ça aujourd'hui n'est pas du tout maîtrisé. Donc, nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de disposer des outils les plus souples possibles, et le législateur nous aide en ce sens, qui sont effectivement des procédures de prévention qui, et je conclurai là-dessus, protègent aussi le dirigeant, parce que lorsqu'un accord de conciliation est trouvé, on va protéger aussi le dirigeant en tant que caution lorsque cet accord va être constaté ou homologué par le tribunal. On va protéger aussi, je dirais, éventuellement des financiers qui pourraient intervenir pour aider cette entreprise grâce à l'homologation d'un accord qui va lui faire bénéficier de ce qu'on appelle le privilège de la new money, c'est-à-dire quelqu'un qui amènerait de l'argent dans le cadre d'une conciliation et dans le cadre d'un accord homologué pour aider l'entreprise bénéficierait d'un privilège en cas de difficulté. Donc, vous voyez qu'il y a plein de possibilités, et tout ça dans un cadre confidentiel et qui n'est absolument pas engageant pour le dirigeant. C'est-à-dire que si le dirigeant, à un moment, souhaite se retirer de cette procédure, il peut le faire. Pour aborder la fin presque la fin de cette intervention, en quelques exemples, quelques phrases, vous avez tous renforcé donc vos conseils. Qu'avez-vous mis en place? Et un dernier petit conseil aux chefs d'entreprise avant de passer aux quelques questions qu'on fait suivre. Madame Dubreuil. Alors, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, chef d'entreprise, surtout ne restez pas seul, n'ayez pas peur de vous faire aider. Moi, je trouve qu'on est tous dans le même bateau, on est tous là pour s'en sortir, on a tous comme objectif de sauver nos entreprises, que ce soit les commissaires aux comptes, le tribunal de commerce et les experts comptables que je représente aujourd'hui. Donc, le conseil vraiment fondamental, je crois en une gestion positive de la crise et de cette sortie de crise si on s'en donne les moyens. On ne sait pas effectivement où on va aller. Je rejoins bien sûr ce que disait Thierry préalablement sur l'avenir incertain, mais à nous de faire en sorte que cet avenir soit le mieux possible. On a tous à y gagner. Donc, surtout, chef d'entreprise, ne restez pas seuls. Nous sommes là pour vous aider. Vous êtes tous les trois, par rapport à vos différentes institutions que vous représentez, partie prenante de la plateforme CARE, qui a été initiée par la région et qui est une plateforme d'entrée collective pour que les entreprises se signalent. Quelqu'un veut en dire un petit mot sur ce projet? Monsieur Gardon, peut-être?
ou Sylvain, parce que j'avoue que moi, j'ai rejoint CARE, mais le tribunal, alors je peux en dire quelques mots, mais j'ai bien précisé lorsque je rejoignais CARE, nous, on a une fonction qui est un peu particulière. On intervient à travers cette organisation, enfin, dans le cadre de notre action de prévention. Bien évidemment, on ne va pas au-delà, c'est-à-dire que le tribunal n'a pas une mission de conseil, il n'a pas une mission d'accompagnement, il a une mission effectivement de prévention et de prévention, je dirais traitement, comme je l'ai évoqué, dans un cadre qui est un cadre législatif. Donc, on participe au sein à CARE dans le cadre de cette activité de prévention. Et bien évidemment, avec, je dirais, tout l'environnement qu'on maîtrise très bien. Et j'ajouterais par rapport à ce que disait Odile, effectivement, moi, le même message, c'est-à-dire la nécessité de se tourner vers des conseils. Je pense qu'un bon conseil n'est jamais trop cher. Les experts comptables sont les premiers conseils pour les TPE, les PME et aussi les ETI, mais les avocats, nous, on a aujourd'hui beaucoup de contacts, bien évidemment, avec ces professionnels. Donc, surtout, conseiller aux chefs d'entreprise d'aller solliciter leur aide. Et d'autant que, je dirais, le droit aujourd'hui se complexifie d'heure en heure. Donc, il est extrêmement urgent de prendre attache avec eux. Sylvain, je te laisse peut-être parler sur CARE, plus d'informations. Alors, la logique des commissaires aux comptes, c'est un peu la même que celle du tribunal de commerce, c'est-à-dire qu'on est des tiers par rapport à l'entreprise, on doit émettre un avis indépendant, on ne va pas s'immiscer dans la gestion. Ce rôle de conseil, il est dévolu à l'expert comptable. Et donc, on est plus là à titre d'information et de prévention. Ensuite, on a d'autres devoirs d'alerte qui, lui, nous poussent à agir, mais c'est individuellement le commissaire aux comptes vis-à-vis de son client et donc indépendamment de CARE. Donc, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de CARE. Odile, je renvoie la balle, mais… C'était surtout l'idée d'un travail collaboratif. C'était un exemple. Hein. Je récupère la balle, il n'y a pas de souci. Peut-être sur les conseils, je rejoins ce que vient de dire Thierry et ce qu'avait dit Odile auparavant. Il y a une notion d'accompagnement et d'écoute des conseils qui est fondamentale. Il y a tout un écosystème dans lequel se trouvent les experts comptables, le tribunal de commerce, les avocats, les administrateurs judiciaires, sur lequel il faut absolument s'appuyer. Et puis pour prêcher à nouveau un petit peu pour la paroisse des commissaires aux comptes, mais ça a beaucoup de sens en ce moment. Les notions de transparence et de confiance sont absolument fondamentales et vont l'être encore plus dans les mois à venir. Pouvoir présenter des comptes certifiés, c'est déjà enlever un sujet de discussion à tous les interlocuteurs autour de la table. Et donc c'est un atout qui est important dans ce contexte pour les chefs d'entreprise. Donc, Madame Dubreuil, le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc, juste pour revenir sur CARE, effectivement, c'est une plateforme qui est vraiment intéressante puisque tous les interlocuteurs dont a besoin le chef de l'entreprise sont sur cette plateforme. Donc, de ne pas hésiter effectivement à aller sur le numéro vert et le site que nous avons, qui a été mis en place. Au niveau de l'ordre des experts comptables, nous avons aussi une adresse spécifique, une adresse mail spécifique pour les chefs d'entreprise qui n'ont pas d'expert comptable et qui ont besoin d'un guidage. Donc, ce n'est pas une consultation, mais au moins, on va les informer. Il y a un expert comptable bénévolement qui va les rappeler. Donc, si vous me permettez le mot de la fin, je vais avoir l'impression de me répéter, mais paraît-il que la meilleure vertu pédagogique, c'est celle du perroquet. Donc, je vais me répéter en disant vraiment aux chefs d'entreprise, n'ayez pas peur de faire appel à tous les conseils dont vous avez besoin parce que nous sommes, nous, des professionnels et je pense que vraiment on peut vous aider à se sortir de tout cela et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Monsieur Gardon ? Oui, je voulais juste rajouter une petite chose qui me paraît importante. Effectivement, c'est très important d'arriver à unir nos moyens, etc. Mais je crois, et pour moi c'est fondamental, que dans une période de crise aussi, il faut que chacun reste bien dans son rôle. Alors je ne veux pas être
avec un mot de la fin un petit peu, comment dirais-je, un peu atténuer cet élan qu'on peut avoir tous au chevet des entreprises. Il faut bien quand même comprendre que, et la loi de sauvegarde d'ailleurs l'intégrait, que l'entreprise, quand elle a des difficultés, et quand on essaye de traiter de ces difficultés, c'est avec 3 objectifs. Premier objectif, d'assurer la pérennité de l'entreprise. Deuxième objectif, la sauvegarde de l'emploi. Et troisième objectif, l'intérêt des créanciers. Et je dis ça pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, c'est aussi l'effet domino. C'est-à-dire que lorsque le chef d'entreprise n'intervient pas suffisamment tôt, ne traite pas suffisamment tôt des difficultés de son entreprise en allant voir ses conseils, en venant se mettre sous la protection du tribunal, il entraîne avec lui ses salariés et il entraîne avec lui d'autres créanciers. Donc, moi, en tant que président d'une juridiction, je dois rester dans ce rôle-là et cette vigilance qui est que pour éviter ces effets de contamination dans, je dirais, des élans de liberté par rapport au texte ou de générosité qu'on pourrait tous avoir et qui sont bien légitimes dans cette période extrêmement difficile que nous vivons. Voilà, c'était juste une petite précision. Merci. Justement, une question qui m'arrive. Pourrait-on avoir une fourchette de prix concernant le coût d'une procédure à l'amiable? Est-ce que ce sont des honoraires? Est-ce que ça dépend de la taille d'une entreprise? Comment ça fonctionne? Oui, la rémunération, en fait, donc bien sûr, ces procédures sont rémunérées par l'entreprise. C'est fixé par le juge et c'est une négociation entre les parties. C'est-à-dire que le chef d'entreprise va rencontrer un conciliateur de son choix, ou c'est pas le tribunal qui va lui imposer un conciliateur ou mandataire ad hoc. Mais là, en l'occurrence, on parle de conciliation plus que de conciliation aujourd'hui, parce que c'est ce que le législateur je dirais, a promu. Donc, c'est une négociation. Alors, je veux dire, sur des TPE, effectivement, ça peut être autour de 2500 ou 2000 euros suivant la mission. Ça peut être beaucoup plus important sur des entreprises de taille bien supérieure où les missions sont beaucoup plus complexes en termes de négociation avec une multitude de banques, etc., ou d'autres partenaires financiers. Mais c'est cet ordre de grandeur. Une autre question qui est soulevée, dont nous avions parlé aussi lorsque nous avons préparé tous les trois cette intervention, c'est qu'il n'y a-t-il pas de risque ou d'opportunité de rachat d'entreprises, soit de nombreuses PME fragilisées, soit, Monsieur Gardon, d'occasion de cessions organisées par rapport à cette crise? Des sessions organisées, bon, c'est très simple. Les sessions, je veux dire, les sessions organisées. Les sessions, d'abord, elles vont intervenir dans un cadre qui va être un cadre judiciaire. Alors, je ne parle pas du préparation, du cadre d'une conciliation éventuellement, pour simplifier, mais en redressement judiciaire. Donc, on va ressortir d'un redressement judiciaire de deux façons, soit par un plan de cession, soit par un plan de redressement. C'est-à-dire, un plan de redressement, c'est quoi? C'est qu'on se rend compte, après une période d'observation plus ou moins longue, que l'entreprise a la possibilité, avec la capacité, le cash flow, enfin la capacité d'autofinancement dont elle dispose, de financer un plan sur plusieurs années. Donc, c'est le plan de redressement. Le dirigeant reste à la tête de son entreprise et on a étalé en fait le passif sur au maximum 10 ans pour le moment. Là, c'est en train d'évoluer et on peut penser que ça ira effectivement vers un nombre d'années un peu plus important. Par contre, on sait très bien que les plans de redressement, aujourd'hui, leurs chances de réussite sont extrêmement faibles. On sait aussi, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à entendre, que les plans de cession donnent plus de succès. On peut aussi très bien imaginer, dans le cadre de grosses difficultés, eh bien, on est, si vous voulez, les entreprises qui disposent de cash important après la crise du coronavirus, et il y en a, cible un certain nombre d'entreprises qui étaient plus fragiles pour profiter d'opportunités, parce qu'au tribunal, on n'aura pas d'autre choix que d'engager une recherche de cessionnaires. Alors, c'est très encadré, hein, donc ça se fait par un appel d'offres, avec une date limite de dépôt des offres, etc. Donc, c'est pas la jungle, hein, donc c'est extrêmement encadré, mais l'orientation vers des plans de cession
me semble quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et qui devrait prendre une importance significative dans les mois qui viennent, ou les années. Monsieur Bocon-Gibaud, si vous vouliez réagir. Oui, moi, je rejoins les propos de Thierry, que ce soit dans le cadre d'ailleurs du tribunal de commerce ou indépendamment, lorsque l'activité économique normale va reprendre ses droits, les transactions sur les entreprises, c'est un phénomène classique. Ça se fait d'autant plus quand il y a des déséquilibres entre les niveaux de trésorerie, les niveaux de risque, et on peut imaginer que ceux qui sortiront moins abîmés que les autres ou même en bonne santé de la crise, et il y en aura heureusement, auront une logique de croissance externe, de consolidation, et seront en recherche de cibles. Et ils l'étaient sans doute déjà avant, ils le seront d'autant plus après, et ils auront les moyens de le faire. Donc, mécaniquement, il y aura des opportunités pour certains, des restructurations chez d'autres. Ça me paraît assez inévitable. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas, dit comme ça, on pourrait croire que c'est un regret, mais absolument pas. Ça fait partie de la vie économique normale. Madame Dubreuil, une dernière réaction? Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que viennent de dire Thierry et Sylvain. On a déjà des chefs d'entreprise qui sont déjà à l'affût et qui sont effectivement opportunistes, mais après, bon, ce sont des businessmen, donc là non plus, ça ne me fait pas peur, mais effectivement, il va y en avoir. Bien. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette heure d'échange. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce live et puis nous vous donnons rendez-vous sur notre site pour la suite de l'actualité. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.